Je redonne la parole à Philippe Parr, notre secrétaire général, qui va évoquer deux figures exemplaires de la chirurgie carcinologique française au XXe siècle. Leur nom a déjà été dévoilé, Henri Redon et Pierre Benoît. Philippe, je te laisse la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, mes chers collègues, Henri Gillet nous a fait revivre ces dernières années les figures de quelques-uns de nos grands ancêtres chirurgiens, Guy Chauliac, Georges Maréchal, Dominique Jean Larrey, et plus près de nous, Alexis Carrel et René Loriche. Je vous propose aujourd'hui de suivre son exemple en évoquant la mémoire de deux grandes figures de la chirurgie carcinologique française, tous deux membres de notre compagnie, Henri Redon et Pierre Benoît. Leurs riches personnalités complémentaires ont marqué l'essor de la prise en charge du cancer en France et dans le monde au milieu du XXe siècle. Chacun à sa manière, ils ont largement contribué à la connaissance de cette maladie et à la place de la chirurgie dans son traitement. Henri Redon s'est consacré aux soins du patient cancéreux. Il savait le rassurer et gagner sa confiance parce qu'il avait à cœur de lui offrir le traitement adapté à son cas, grâce à sa connaissance approfondie de la maladie cancéreuse. Devenu chirurgien de l'Institut national du cancer en 1934 à Villejuif, il s'est attaché, d'une part, à décrire les techniques chirurgicales qui convenaient à cette maladie, et d'autre part, à préciser la place de la chirurgie, à côté de celle de la radiothérapie naissante dans son traitement. En effet, le développement de la radiothérapie modifiait l'approche du traitement du cancer, avec notamment les travaux de Claudius Renaud et de Marie Curie à l'Institut du Radium, devenu la Fondation Curie en 1920. Henri Redon a ainsi publié de nombreux travaux sur le traitement chirurgical des cancers qui ont fait rapidement autorité, comme le rapport sur les indications chirurgicales dans le cancer du sein qui a fait date en 1968. Mais ce sont deux instruments chirurgicaux très simples, d'usage quotidien, d'usage quotidien auxquels il a laissé son nom et qui perpétue sa mémoire dans les blocs opératoires du monde entier. Le premier est le petit secteur très fin, dit de Redon, permettant d'individualiser et de suivre sans les blesser tous les filets du nerf facial au cours des parotilectomies totales. La qualité des suites opératoires et des résultats de cette opération qu'il avait parfaitement codifiée a largement contribué à la réputation d'Henri Redon. Son expérience dans cette chirurgie a fait l'objet de plusieurs publications et l'a traité sur la chirurgie des glandes salivaires qui fit autorité en 1965. Le second est le système de drainage chirurgical aspiratif post-opératoire des espaces celluleux, notamment après curage d'embryonnaire cervical étendu, également dit de Redon. Il fut mis au point avec Jost et Troc et présenté à l'Académie en 1954. Il rend toujours de grands services dans la plupart des spécialités chirurgicales. Pierre Benoît était son cadet de 13 ans. Jeune chirurgien très tôt orienté vers le cancer, il s'est intéressé à la maladie cancéreuse et à la prise en charge de celle-ci, davantage qu'au patient cancéreux lui-même. En cette première moitié du XXe siècle, le cancer lui paraissait en effet être l'un des enjeux majeurs de la santé publique. Sur le plan méthodologique, il proposa dès 1943 une classification pronostique des cancers permettant de clarifier la stratégie de leur prise en charge et l'orientation des bonnes recherches à développer. Présentée en France sous l'acronyme TGR, tumeur, ganglion, métastase, cette classification fut affinée et développée pour être adoptée en 1952 dans le monde entier sous l'acronyme TNM, tumor, node, métastasis, selon la terminologie anglo-saxonne. Sur le plan de l'organisation pratique de la prise en charge de la maladie cancéreuse, la création des centres régionaux de lutte contre le cancer par l'ordonnance de 1945 s'inspira largement de l'expérience acquise à l'Institut national du cancer. Pierre Benoît y participa en devenant l'assistant d'Henri Redon à partir de 1940. Cette ordonnance donnait un cadre et un statut commun à ces centres en se fondant sur l'expérience acquise à Villejuif, mais aussi en province, comme celle du centre de Lille, créé en 1930 à l'hôpital du Saint-Sauveur par Oscar Lambert, éminent chirurgien, également membre de notre compagnie. Ainsi se constitua au milieu de la guerre, à l'Institut national du cancer,
de Villejuif, une équipe chirurgicale très complémentaire. Henri Redon était le grand clinicien et l'excellent opérateur dans la grande tradition chirurgicale française, pour laquelle l'intendance devait suivre. Pierre Denoy était l'innovateur et le stratège, pour qui justement l'intendance était primordiale dans le projet de maîtrise d'une maladie aussi complexe et encore aussi mal connue que le cancer à cette époque. L'équipe fonctionna de 1942 à 1956, soutenue par la forte personnalité de Gustave Roussy, fondateur et directeur de cet institut. Henri Redon est né le 24 juin 1899 à Tour-de-Fort, petit village du Quercy, dans une famille de juristes ruraux que connaissait bien ma famille, originaire du village voisin. Après les études secondaires au lycée Gambetta de Cahors comme pensionnaire, le décès brutal de son père en 1915 mit sa mère dans une situation financière difficile. Ceci incita Henri Redon à entreprendre des études de médecine à Toulouse, rêvant de devenir rapidement médecin de campagne dans le Lot. Mais la guerre était là, il fut mobilisé en 1917, dès la fin du PCL. Henri Redon reprit ses études en 1919, cette fois à Paris, sur les conseils d'Henri Bruyère, professeur d'anatomie à Paris, ami de la famille de sa mère. Reçu en internat dès le premier concours en 1923, il fut élève successivement de Charles Dujarrier, de Paul Le Seine, de Pierre Duval et de Raymond Grégoire, pour devenir assistant de Paul Le Seine et aide d'anatomie, puis prosecteur en 1928 chez Henri Bouvier. Le décès brutal de Paul Le Seine en 1930 bouleversa ce cursus. Pierre Duval, qui l'accueillit et l'orienta vers la chirurgie du cancer après sa nomination comme chirurgien de l'hôpital de Paris en 1934. Il se fit alors détacher au tout nouvel Institut national du cancer, construit en face de l'hôpital Paul-Brousse de Villejuif, qui venait d'être inauguré par Gustave Roussy, en présence du président de la République, Albert Lebrun. L'Institut national du cancer succédait au centre anticancéreux de la région parisienne, installé à l'hôpital Paul-Brousse en 1921 par Gustave Roussy, qui ouvrit cette année-là la première consultation de carcinologie dans son service de neurologie. Gustave Roussy était un neurologue réputé, élève de Jules Bégerine, que la tradition anatomoclinique avait conduit à s'intéresser à l'anatomie pathologique pour tenter de comprendre des maladies neurologiques qu'il soignait. Devenu professeur d'anatomie pathologique en 1925, il passa naturellement à l'étude du cancer. C'était un homme de grand caractère, né en 1874 à Vevey par la famille Nestlé. Il avait entrepris ses études de médecine à Genève pour les poursuivre à Paris, où il fut reçu à l'internat en 1901. Son choix de se consacrer au cancer était très novateur, à une époque où les maladies infectieuses étaient encore le grand enjeu de la santé publique. Devenu directeur de l'Institut national du cancer à son ouverture en 1934, il s'entoura d'excellents spécialistes, notamment d'Henri Redon en chirurgie, de Jacques Delarue et de Charles Berlin en anatomie pathologie, ainsi que de Simone Laborde, transfuge de la Fondation Curie en radiothérapie. Henri Redon passa alors à l'Institut ses plus belles années professionnelles, devenant chef du service de chirurgie en 1942. C'est à cette époque que Pierre Denoy le rejoignit comme assistant. Pierre Denoy est né à Paris, le 26 octobre 1912, dans une famille d'hommes politiques régionaux, originaires de la Bachelerie dans le Périgord-Vert. Après de brillantes études secondaires au lycée Louis Grand et Henri IV, il entreprit des études de médecine à Paris en 1930. Reçu un internat en 1935, il s'orienta vers la chirurgie, devenant l'élève de Louis Bazy, de Sylvain Blondin, de Bernard Cunéo, de Charles Normand et de Joseph Auquincy. Tout en entreprenant un cursus traditionnel, en devenant aide d'anatomie en 1938, Pierre Denoy compléta sa formation par un certificat d'anatomie pathologique et un diplôme d'hygiène industrielle et de médecine du travail, avec le projet de se consacrer à la prise en charge des cancers. Mobilisé en 1939, il reprit rapidement son cursus chirurgical, soutenant sa thèse en 1941. Son orientation carcinologique s'affirma en 1942, année où il intégra l'Institut national d'hygiène, devenant responsable de la section cancer de 1942 à 1956, et année où il devint l'assistant d'Henri Redon à l'Institut national du cancer jusqu'en 1956. Il connut par ailleurs une période difficile à la fin de la guerre, qu'il lui fallut être interné à Fresnes en 1944 pour faire de résistance. Il fut nommé chirurgien de Paris en 1948. À partir de 1945, l'équipe chirurgicale de l'Institut national du cancer connut une dizaine d'années de grande férocité.
Fécondité clinique avec de nombreuses publications dans tous les domaines de la carcinologie, notamment du sein, de la thyroïde, des glandes salivaires et de l'utérus. Fécondité méthodologique avec les premiers essais cliniques fondés sur la classification TNM et les premières enquêtes statistiques. Fécondité stratégique avec la participation à la création des centres régionaux de lutte contre le cancer sur le modèle de l'Institut national du cancer de Villejuif. Fécondité institutionnelle enfin avec la participation à l'élaboration par Robert Debré de la loi sur le plein temps hospitalo-universitaire et à l'organisation de la prise en charge collective des patients dans les centres anticancéreux, dans les comités d'organes, ancêtres des réunions de concertation pluridisciplinaire actuelles. Mais l'entente sur laquelle reposait cette fécondité n'était qu'apparente. Les divergences se firent jour entre Henri Redon et Pierre Denoy, surtout après la disparition brutale de Gustave Roussy en 1948. Celui-ci, devenu recteur de l'Université de Paris, avait été remplacé au poste de directeur de l'Institut national du cancer en 1946 par René Hunin. Pierre Denoy en devenait le secrétaire général et l'Institut prenait le nom d'Institut Gustave Roussy en 1950, 2 ans après la mort de celui-ci. Dans cette équipe, Henri Redon incarnait la tradition chirurgicale française dans l'approche du patient et de sa maladie personnelle. L'excellent opérateur qu'il était donnait ses soins à une vaste clientèle, dépassant les frontières de la France, le matin à Villejuif, à l'Institut national du cancer, et l'après-midi à Paris, à la clinique des Sœurs d'Augustine, rue de la Santé. Pierre Denoy incarnait le renouveau et la place grandissante de l'administration dans l'organisation et la stratégie de la prise en charge du cancer. Leur rupture peut être datée de 1956. À cet acte, la disparition brutale de René Hunin laissa vacante la direction de l'Institut Gustave Roussy. Pierre Denoy fut choisi pour lui succéder après une campagne efficace, campagne dont Henri Redon, également candidat, ne s'est guère préoccupé, estimant que cette direction lui revenait de droit. Mais les temps changeaient, et l'homme d'appareil fut préféré à l'homme de l'art. Henri Redon fut très éprouvé par cet échec, que ne vinrent compenser qu'imparfaitement la chaire de clinique chirurgicale carcinologique créée pour lui en 1957 et le service de chirurgie de l'hôpital Necker où il fut nommé en 1960. Il y poursuivit son œuvre de soins, d'enseignement et de recherche jusqu'à sa retraite en 1970. Il continua à opérer ensuite encore 2 ans chez les Sœurs d'Augustine. Déjà malade, il prit sa retraite chez lui, à Tour-de-Fort, en 1973, pour s'éteindre chez les Sœurs d'Augustine en 1974. Entièrement consacrée à la lutte contre le cancer, la carrière d'Henri Redon fut couronnée par une reconnaissance internationale, honorant à sa personne l'importance de la recherche chirurgicale française de l'époque. Invité à de nombreux colloques, à présider des congrès, il fut reçu comme membre étranger de plusieurs sociétés savantes et de l'Académie de médecine de Rome. Pierre Denoy assura parallèlement sa carrière d'enseignant et de directeur de l'Institut Gustave Roussy. Devenu professeur titulaire de la chaire de clinique carcinologique en 1966, il exposa dans sa leçon inaugurale donnée dans cet amphithéâtre ses conceptions novatrices pour l'époque sur l'exercice et l'organisation de la médecine. À la direction de l'Institut Gustave Roussy, il mena une triple action de développement de la recherche clinique, d'équipement matériel et de restructuration architecturale. Il axa le développement clinique sur les 4 piliers devenus traditionnels dans les centres hospitalo-universitaires que sont les soins, l'enseignement, la recherche et la formation du public. Conscient de la nécessité d'équipements modernes pour traiter le cancer, il fit installer à l'Institut Gustave Roussy le premier Métatron en 1953, la première unité française de statistique en 1956, le premier ordinateur médical en 1968 et le premier accélérateur linéaire français en 1969. Enfin, constatant que la taille de l'Institut national du cancer devenu Institut Gustave Roussy devenait insuffisante, il fit décider au milieu des années 60 la construction d'un nouvel Institut Gustave Roussy, toujours à Villejuif, sur le terrain des Hautes-Bruyères, au-dessus de l'autoroute A6, à l'égard de l'hôpital Paul Brousse. Ce nouvel institut, désigné par l'acronyme IGR, fut inauguré en 1980 et peut être considéré comme l'œuvre de la vie de Pierre Denoy. Un pavillon de recherche vit le jour 1 an plus tard, en 1981. Pierre Denoy mena en outre une carrière administrative. Pierre Denoy mena en outre une carrière administrative exceptionnelle pour l'époque. En France, il fut notamment président
de la Fédération des centres de lutte contre le cancer et directeur général de la santé de 1973 à 1978. À l'étranger, il fut notamment secrétaire général de l'Union internationale contre le cancer de 1953 à 1958, puis son président de 1973 à 1978. Il assuma également des responsabilités importantes à l'OMS. De réputation mondiale, il fut invité à de nombreux colloques, présida plusieurs congrès et fut admis comme membre étranger de plusieurs sociétés savantes et de l'Académie des sciences du Brésil. Il prit sa retraite à Saint-Geniès, en Dordogne, en 1981 et s'éteignit à l'IGN en 1990. Voilà brièvement évoqué 2 des 5 exemplaires de chirurgiens français ayant consacré leur vie à la connaissance et au traitement du cancer. Chacun à sa manière, chacun selon sa personnalité, leur histoire faisant se croiser des chemins différents mais finalement complémentaires. L'homme de tradition qui était Henri Renaud, l'homme de renouveau qui était Pierre Denoy, apportèrent leur vision et leur approche personnelle de cette maladie complexe qui dépassait les paradigmes de l'époque. Ils firent faire des progrès considérables, reconnus dans le monde entier, à la connaissance et au traitement de cette maladie. Le cancer fut l'une des grandes affaires médicales du XXe siècle en Occident. À l'orée du XXIe siècle, la relève de ces précurseurs qui étaient Henri Leland et Pierre Denoy est assurée. En témoigne, par exemple, l'avènement de la médecine moléculaire, pour laquelle un pavillon vient d'être ouvert à l'IGF, appelé maintenant officiellement, tout simplement, Gustave Roussy. Je vous remercie.